Est-ce que vous croyez aux fantômes? D'après les sondages, plus de la moitié des Français croient à au moins une forme d'occultisme. Aux US, c'est les 3/4 et le chiffre est en hausse. Ça me paraît énorme. Après, ça a changé le spiritisme. À l'époque, c'était des bougies et des tables de Ouija. Aujourd'hui, ils ont des appareils scientifiques, des caméras dernier cri, ils savent ce qu'ils font. Enfin, en tout cas, on dirait. Je suis peut-être fermé d'esprit, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de me demander d'où ça leur vient, toutes ces certitudes. Comment ils savent que leur objet fonctionne vraiment? Ou ce qui est la preuve d'une présence occulte? Avec la quantité hallucinante de vidéos sur le sujet, on va bien trouver des réponses. Il y a qu'une chose à faire, enquêter. J'ai l'impression d'être observé. Attends, je sais qui a appelé pour m'en débarrasser. Pellikid, à l'aide! Mais c'est qui? Le cyborg le plus stylé de Zenless Zone Zero, le dernier bijou de Yoverse, et notre partenaire sur cette vidéo. Attends, t'as pu tester? Mais t'en penses quoi? C'est trop bien, la hype est méritée. L'humanité a été ravagée par une série de catastrophes, et des entités maléfiques se sont déversées sur le monde. Notre rôle, aller explorer les dimensions d'où viennent ces créatures. C'est un action RPG hyper dynamique où on incarne plein de persos au design varié dans des combats qui ont vraiment du punch. Il y a de l'adrénaline, et si t'as envie de montrer au monde ce que tu sais faire, les affrontements vont te régaler. Attaque basique, attaque d'esquive, des ultimates, tout ça sublimé par un style à couper le souffle et des animations de haute qualité. Le mieux, c'est qu'il y a de la variété. En plus de la quête principale, tu peux participer à des combats similaires à des donjons instanciés. T'as des missions spéciales où tu peux affronter divers boss pour tester la puissance de ton équipe, et il y a même un mode avec des mécanismes de roguelike où tu dois composer avec des boosts aléatoires. Et on se repose où entre les combats? À Nouvelle-Eridu, le dernier oasis de paix. Tu peux t'y balader, créer des liens avec les personnages, faire des quêtes, mais aussi gérer ton propre vidéoclub. Et on sait que d'autres villes seront bientôt disponibles. Parce que oui, les devs vont pas avoir la main légère sur les mises à jour. Il y a déjà 3 nouveaux persos qui ont été annoncés, et ils sont juste trop stylés. Pour ceux qui veulent se jeter direct dans l'aventure et ne rien rater, cliquez sur le lien en description et téléchargez dès maintenant Zenless Zone Zero. Profitez même d'un code promo à durée limitée. Premier arrivé, premier servi. Les secrets des accessoires. Le plus iconique, c'est ça. L'EMF, ça sert à détecter les champs électromagnétiques ou en tout cas leurs fluctuations. On l'appelle aussi K2 du nom de l'entreprise qui a popularisé son design iconique avec les LED qui vont du vert au rouge pour indiquer à quel point le champ est puissant. Alors évidemment, si l'outil s'affole, c'est pas une preuve qu'il y a un fantôme à côté. L'univers des champs électromagnétiques, ça ratisse large, l'électricité, les ondes radio, les micro-ondes. L'idée c'est plus que si l'intensité change souvent, ça pourrait signifier qu'il y a quelque chose de surnaturel dans le coin. Malheureusement, l'EMF c'est tout sauf un outil fiable. D'abord, il mesure pas l'intégralité du spectre électromagnétique, seulement les fréquences basses. Ensuite, ceux vendus pour la chasse aux fantômes sont extrêmement sensibles. Plus ils sont sensibles, plus ils risquent de se déclencher pour rien. La plupart du temps, les caméras et autres appareils électroniques des chasseurs émettent des ondes capables de le déclencher. Pire, si vous bougez trop vite, il peut se déclencher lui-même. Et comme il ne capte que devant lui, difficile de définir le point d'origine d'une vague. Mais surtout, et c'est ça le gros problème, c'est hyper simple de manipuler ces résultats. Avec simplement des talkie-walkie, vous pouvez déclencher des pics d'ondes à volonté. Pareil, en appuyant doucement sur le bouton ON, c'est facile d'allumer les diodes et la sonnerie sans que personne ne s'en rende compte. C'est important parce que l'EMF et surtout le K2 sont devenus populaires dans le monde du paranormal grâce à une émission télé iconique, Ghost Hunter. Là, c'était plutôt du sensationnalisme et plusieurs experts ont mis en doute leur intégrité. Bon, c'est pas fiable, popularisé par une émission pas sérieuse, mais ça montre quand même des trucs. Et puis c'est qu'à titre indicatif, dans la chasse aux fantômes, c'est la multiplicité des preuves qui compte. Ouais, mais les objets de détection, ils se ressemblent beaucoup. Dans le même registre, il y a le REM-pod. C'est une antenne qui se déclenche quand quelque chose de conducteur s'en approche. La logique, c'est, si elle se déclenche et qu'il n'y a rien à côté, c'est sûrement un fantôme. Sauf que là encore, c'est super sensible. Encore une fois, avec des talkie-walkie, c'est hyper simple. Et là, il y a un petit problème qui apparaît. C'est que quand on les démonte, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a le même type de circuit imprimé que dans les térémines. Vous savez, cet instrument-là. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça se trouve pour 15 balles sur le net, et que les REM-pods, ça peut facilement dépasser la centaine d'euros. Mais ça, on y reviendra plus tard. C'est un peu pareil avec les SLS, les caméras qui détectent des corps humains et dessinent des bonhommes bâtons sur les silhouettes. Si tu règles leur sensibilité, ils peuvent trouver des gens n'importe où, mais en plus, si c'est vendu spécialement pour la chasse aux fantômes, les prix explosent. Mais ça, en vrai, on sait que c'est pas hyper fiable. Non, les Spirit Box, tous les appareils qui enregistrent les voix de fantômes, ça c'est de la preuve comme on les aime. On appelle ça des EVP, pour Electronic Voice Phenomenon. Grossièrement, c'est le fait de distinguer des voix, appartenant probablement à des fantômes, dans des enregistrements audio. Et c'est carrément plus vieux qu'on le croit.
au moins les années 50 avec l'aide des magnétophones qui permettaient des enregistrements audio faciles. Mais celui qui va populariser ça, c'est Constantin Rodive, un psychologue letton qui va dans les années 60 multiplier les expériences, faisant plus de 72 000 enregistrements. Lui, sa technique, c'était de se mettre sur des fréquences radio qui ne diffusaient rien, ou de simplement laisser son micro enregistré dans une pièce vide. Puis derrière, il écoutait les enregistrements, et au milieu du bruit blanc, on pouvait entendre des gens parler. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Alors, c'était pas clair, fallait un peu deviner, mais effectivement, il y avait bien des bruits inexplicables. Pour lui, c'était les réponses des fantômes à qui il posait des questions. Ils avaient trouvé un moyen de lui répondre. Aujourd'hui, la plupart des outils utilisés par les chasseurs de fantômes font la même chose. Par exemple, une Spirit Box va scanner au hasard les fréquences AM et FN pour voir si un esprit vous répond. Mais ok, je vois déjà le problème avec ce type de méthode. Il y a de grandes chances pour que ce qu'on entend, ce soit pas des fantômes. Plutôt des vraies personnes qui parlent. C'est comme quand on écoute la radio. Si on n'a pas exactement la bonne fréquence pour écouter la station, on l'entend quand même, juste en mauvaise qualité. C'est parce que les sons ne sont jamais émis sur exactement la même fréquence. Forcément, en cherchant partout à trouver des déchets sonores, vous allez en trouver. Parfois, ça peut même être d'autres sons qui sont captés, mais au milieu du silence, ça ressort. Puis, il suffit d'un peu d'imagination pour qu'on entende un message. C'est normal, le cerveau humain est taillé pour donner du sens à ce qu'il ne comprend pas. On appelle ça la pareidolie. Récemment, on a même eu une version next-gen, la Spirit Voice. Là, plus de place à l'interprétation. Vous posez les questions et la boîte vous répond directement avec les mots qu'elle entend. Who's in the window? Kim. Mais là, c'est pas pareil. Y a pas de preuve qu'elle balance pas des mots au hasard dans le champ lexical du spiritisme. Il suffit d'une coïncidence pour que ça vous retourne l'esprit. En plus, avec l'arrivée de l'IA, on peut facilement s'imaginer que certaines savent ou sauront répondre carrément aux questions. Les variations de température, filmées à la caméra thermique ou perçues au thermomètre, ça peut paraître flippant, mais il y a toujours des explications. Problème d'isolation ou d'étanchéité, infiltration d'air. Les fameuses orbes, quand c'est pas de la poussière ou des insectes, ça peut venir de la rétrodiffusion. Un phénomène bien connu en photographie où dans certaines conditions, des objets peuvent renvoyer la lumière directement vers l'objectif. C'est d'autant plus courant quand le flash est proche. Vous pouvez essayer de le reproduire chez vous, ça fonctionne plutôt bien. Là, quand on met tout bout à bout, on réalise que la plupart des instruments que les chasseurs utilisent sont soit faillibles, soit facilement manipulables. Ajoutez à ça l'effet d'accumulation face à toutes ces preuves, et le lexique employé, enquête, collecte de données, analyse, mesure, c'est normal qu'on ait l'impression que c'est super sérieux. Donc même si vous êtes plein de bonnes intentions, vous pouvez mal interpréter quelque chose. Et si vous avez envie de manipuler les images, c'est simple. C'est quoi un fantôme ? On en trouve des traces dans les mythologies du monde entier. Ça vient du grec phantasma, apparition. Après tout, la science qui s'est développée autour, c'est bien plus récent, et c'est français. Lui, c'est Allan Kardec. Et au 19e siècle, il va publier 5 grands livres qui posent les bases du spiritisme. Il donne par exemple la description d'un fantôme. Une enveloppe semi-matérielle, fluide, vaporeuse, invisible, mais tout de même matérielle. Et il précise qu'il est formé de matière électrique. Finalement, notre vision a pas trop changé depuis plus de 160 ans, et c'est en partie pour ça qu'on associe les signaux électromagnétiques aux fantômes. Le mouvement se répand comme une traînée de poudre, et fin 19e, c'est plus de 8 millions de croyants aux US. C'est la période où les médiums deviennent particulièrement connus, comme les Sœurs Fox, célèbre trio capable de communiquer avec les esprits sur commande devant des foules entières. Alors oui, c'est à base de « Esprit, si tu es là, tape 3 fois », bon, aujourd'hui on rigole, mais à l'époque c'était assez incroyable pour générer des spectacles publics et être en tournée dans tout le pays. D'ailleurs, elles finiront par avouer que c'était du fake. Ou encore le Ghost Club, fondé en 1862 à Londres par les membres de l'université de Cambridge, avec des types comme Sir Arthur Conan Doyle ou Charles Dickens, qui eux échangeaient sur les sujets paranormaux. Et forcément, déjà à l'époque, le spiritisme avait son lot de détracteurs avec des spécialistes qui débunkaient les méthodes. Par exemple, la table de Ouija, les tables tournantes, les pendules ou encore les baguettes de sourcier. On sait depuis longtemps que peu importe la méthode, les résultats sont toujours obtenus à cause de ce qu'on appelle l'effet idéomoteur. Le fait que les participants à l'expérience s'attendent tellement à ce qu'il se passe quelque chose qu'ils font des tout petits mouvements inconscients. Comme vous ne le percevez pas vous-même, vous êtes auto-convaincu que c'est une force supérieure qui est à l'œuvre. Dans le cas du pendule ou des baguettes, c'est accentué par le fait que ce sont des outils particulièrement sensibles. Il y a effectivement des gens qui truquent, qui trichent, qui mentent. Dans les années 1860, William Mulmer par exemple s'amusait à vendre à prix d'or des photos sur lesquelles apparaissaient des fantômes. Parce que soi-disant, son studio était hanté. Les photos sont terrifiantes quand on sait pas que c'est juste de la retouche à l'ancienne.
Plus le temps passe, plus on attend toujours que les gens réussissent à prouver leur pouvoir. Un des meilleurs exemples, c'est le défi zététique international, présidé par le professeur Henri Brock en 1987. C'était annoncé comme ceci. Vous prétendez avoir des pouvoirs, prouvez-le. La récompense à celui qui y parvient, 200 000 €. Ça a duré 15 ans. 15 ans pendant lesquels les gens se sont succédés, tentant de mettre leur pouvoir à l'épreuve de la science, et personne n'a jamais réussi à remporter le cash prize. Malgré ça, le spiritisme a encore le vent en poupe, et nombreux sont ceux qui pensent communiquer avec des esprits. Mais ça, c'est parce que si ça marche, c'est qu'on veut que ça marche. Le succès, oui, mais à quel prix? En fait, ça a jamais vraiment changé. Dans le temps, les médiums faisaient des spectacles sur scène, puis ils sont passés à la télé, avant de finir sur YouTube. On l'a dit, l'âge d'or des chasseurs, on le doit surtout à Ghost Hunter. Tous les codes du genre viennent de là-bas. Les enquêtes, les gadgets, les tournages, et enfin le côté amateur qui colle parfaitement au genre, et surtout qui donne envie de faire pareil. Mais une de leurs spécialités, c'était la surenchère. Il se passait des trucs de fou dans chaque émission, et ça aussi, les gens s'en sont inspirés. Le 11 juillet 2016, une vidéo va secouer YouTube. C'est le premier épisode de la saison 2 de Chasseurs de fantômes, la plus grosse chaîne YouTube française du genre à l'époque. Et il s'y passe un truc de fou. GusDX, c'est lui, affirme que la vidéo n'est pas truquée. Il était très loin d'imaginer dans quoi il venait de s'embarquer. Très vite, les gens posent des questions, notamment un certain Samuel Buisseret. Il demande les rushs de la vidéo originale, sauf qu'il ne trouve rien. Phew, Gus n'avait pas menti. Malheureusement, on apprendra plus tard que la vidéo était bel et bien truquée. Gus lui avait tout avoué et il avait décidé de mentir pour protéger le vidéaste, alors à l'aube d'une descente aux enfers. Quel intérêt de truquer sa vidéo alors qu'il voulait avoir une démarche pro? La pression du résultat. Ces explications ne l'ont pas empêché de subir les foudres d'internet, le harcèlement, les menaces et le boycott de sa chaîne. Il mettra des années à s'en relever. Depuis, sur les vidéos des chasseurs, on voit souvent des disclaimers affichés au début. On renie le côté scientifique et surtout, plus question de tricher. Pour la plupart, du moins. Ouais, ça n'a pas empêché d'autres dramas comme celui avec le Grand JD et Silent Hill. Pour vous résumer, ils ont visité un manoir et c'était rempli de phénomènes complètement abusés. Genre c'était évident qu'il y avait quelqu'un qui faisait de la mise en scène. Puis ils se sont retournés et rebelote. Le plus surprenant, c'est de voir le Grand JD complètement déboussolé. Lui pourtant connu et réputé pour son ton sérieux, qui conclut la vidéo comme ça. La théorie du rationnel, elle est... Non, là, c'est on lui a fini. ça Là, un c'est au fini. cul, quoi. tu Là, vois. c'est fini. Pourtant, comme d'habitude, tout est explicable. On n'est pas là pour jeter de l'huile sur le feu, c'est une vieille histoire et les gens ont un peu trop souffert pour la gravité des faits. Mais ça montre bien un truc, comme les chasses aux fantômes, ça repose sur la croyance, on a envie qu'il se passe quelque chose, donc on est prêt à accepter même du déraisonnable. Et c'est juste pour ça que les gens truquent les vidéos, tu penses? D'un côté, il y a les audiences, les vidéos sur lesquelles il se passe des trucs, c'est plus passionnant. Pour certains, ça passe par de la fiction complète, comme les shows US, d'autres vont y aller plus subtilement pour entretenir le suspense. Mais surtout, la chasse aux fantômes, c'est un vrai business, même au-delà des vidéos. D'abord l'équipement, vendu à des prix exorbitants et principalement à destination des jeunes qui se lancent ou même juste des fans du concept. Une Spirit Box à 275 $, on le rappelle, c'est juste une radio modifiée, 15 $ sur Amazon. Les Trigger Objects qui servent à interpeller des esprits, voilà, une sonnette à 200 $, un ours en peluche à 400 $, c'est toujours le même principe, une techno qui vaut rien du tout, vendue à prix d'or, juste pour vous lâcher des petites phrases. Et il y a aussi les lieux hantés. Ce sont devenus de véritables usines à fric. Aux US, la maison Winchester est réputée l'une des plus hantées du pays. L'histoire est connue, Sarah Winchester, héritière de la fortune de son mari, fait construire une maison particulière. Des portes qui donnent sur des murs, des escaliers qui montent au plafond, la légende veut qu'elle était guidée par des voix dans sa tête. Depuis son ouverture au public en 1923, la demeure a accueilli 12 millions de personnes. La maison de Conjuring aussi s'est vendue à 1,5 million de $. Le truc est une cabane en bois, 300 mètres carrés perdus dans la pampa, mais bon, avec les visites, ça sera sans doute très vite remboursé. En France, on a le château de Fourgeret, 5000 visiteurs par an, avec possibilité de louer une chambre pour la nuit et de faire une séance de spiritisme avec un médium. Alors oui, ces lieux ont une histoire à raconter et on va pas empêcher les gens de se faire peur. Ce qui pose problème, c'est quand les gens abusent de la crédulité des visiteurs. Ces dernières années, les fakes sont devenus légion, des ghost tours bullshit, des expositions sur le paranormal qui sont des scams, et chaque année, le nombre de maisons hantées qui bizarrement augmente. On estime aujourd'hui que le business total autour des attractions paranormales de ce genre aux États-Unis s'élève à 300 millions de $.
par an. Ce que l'on retient des fantômes aujourd'hui, c'est que ça rapporte gros. Cliquez sur le lien en description pour télécharger Zenless Zone Zero et participer à des combats dantesques dans un univers magnifiquement animé dès maintenant. Après, ça n'empêche pas que moi j'adore les vidéos de chasseurs de fantômes. Non mais bien sûr, on n'est pas là pour cracher sur les gens qui passent un bon moment. Avoir peur, ça a du bon. Je sais de quoi je parle. Le truc, c'est plutôt de pas oublier ce qu'on regarde. Les vidéos de chasseurs de fantômes, c'est plus des films d'horreur que des documentaires. Et les gadgets qu'on achète, des jeux, plus que des outils scientifiques.